et bonsoir. Vous savez, ou peut-être vous ne savez pas, j'ai perdu mon mari il y a très peu de temps. Cet homme que j'aimais profondément. Ça peut paraître bizarre de remonter sur scène pour une conférence sur la joie. On va se dire comment est-ce qu'elle va faire en étant avec toute cette peine, toute cette tristesse pour parler de la joie. Mais la joie, c'est pas être content tout le temps. La joie, c'est une émotion qu'on ressent quand justement on se sent vivre. Et on se sent vraiment vivre intensément quand on traverse la maladie, quand on accompagne la mort. Et donc même à travers ce que j'ai traversé, eh bien, je peux l'éprouver, la joie. Ce qu'on va faire ce soir, c'est pas être... Non, c'est trouver la joie. Notre enjeu dans la vie, il est de trouver à l'intérieur de soi une joie qui ne dépend pas des circonstances. Parce que si on ne peut éprouver de la joie que quand il y a un truc sympa qui se passe, ben, ça risque d'être pas tous les jours. On a chacun dans notre vie personnelle des épreuves à traverser. Et donc nous allons voir dans cette conférence combien, même dans l'épreuve, on peut trouver la joie. Ça vous plaît ? Et donc voilà, prenez le temps de les regarder un petit peu et sentez ce qui se passe en vous. Et maintenant, est-ce que ces chocolats vous fournissent du plaisir à l'intérieur ou de la joie ? Posez-vous la question de savoir comment est-ce que vous pourriez transformer le plaisir en joie. Et je vous propose de partager ça avec votre voisin ou voisine. Expliquez à votre voisin-voisine ce qui ferait que le plaisir de ce chocolat pourrait devenir une joie de ce chocolat. Allez-y. Ça y est, tout le monde a trouvé une idée ? Alors, qui me donne une idée ? Qu'est-ce qui ferait que ça devient de la joie ? On le partage avec ma famille. Qui a une autre idée ? Tout le monde est sur le partage avec la famille ? On le ressent à l'intérieur. On ne pense pas aux conséquences. Non, ça ne va pas être suffisant pour nous donner de la joie. Non, vraiment, l'émotion de joie. Qu'est-ce qui fait que ce chocolat peut devenir une émotion de joie ? Oui ? Si ça rappelle un souvenir de quel genre ? Joyeux. Qui a une autre idée ? Le plaisir, ben oui, mais le plaisir, c'est pas la joie. En fait, c'est ça la question. Comment faire pour que le plaisir du chocolat devienne joie ? En fait, il y a ce qu'on entend là, c'est que c'est si on associe le chocolat à quelque chose d'autre. Si le chocolat m'est offert, si c'est un cadeau que quelqu'un me fait, quelqu'un que j'aime, alors, au-delà du chocolat, il y a toute cette émotion d'amour, il y a cette rencontre, et ça va me remplir de joie. Si j'ai fait moi-même ces chocolats, alors je suis fière, et du coup, je vais éprouver la joie.
Si j'ai gagné les chocolats parce que j'ai réussi quelque chose, j'ai gagné la compétition, alors oui, je vais éprouver de la joie. Je vais éprouver de la joie si je suis connectée, si ce chocolat me connecte, me relie. On a parlé de partage avec quelqu'un. On parle de souvenirs, ça me relie avec les gens que j'aime. Ça me relie. En fait, la joie, elle parle du lien. Elle parle de la connexion à autrui. Je peux aussi me poser la question de ce chocolat. Quelqu'un a dit « je ne pense pas aux conséquences ». Ben justement, quand je mange le chocolat, je peux me connecter à d'où il vient ce chocolat. Bien sûr, si je l'ai acheté au supermarché, je vais me connecter avec la violence du supermarché, la manière dont le chocolat a été construit, conçu. J'ai pas très envie d'y aller en fait. Tandis que si j'ai acheté un chocolat de commerce équitable, alors c'est confortable de penser d'où il vient. Je me mets en contact avec les gens qui l'ont cueilli, les gens qui ont soigné, les gens qui ont ensuite pris les fèves de cacao, les gens qui les ont fait sécher. Je sais qu'en ayant payé ce chocolat, le prix que je l'ai payé, ce producteur gagne sa vie. Alors je me sens connectée avec ce producteur à l'autre bout du monde. Je me sens en lien et en plus, ça me permet de nourrir mes valeurs. En fonction de l'origine de ce chocolat, je vais nourrir différentes dimensions de moi. Je vais nourrir la connexion, le sentiment d'appartenance et je vais nourrir le sentiment d'accomplissement de moi, la réalisation de moi parce que je respecte mes valeurs. La joie, c'est ça. Ce sont, lorsque je me sens utile, lorsque je fais ma part. La joie, elle est sur ces deux grands axes de la connexion, du sentiment d'appartenance. Je me sens exister sur cette terre et j'ai ma place parmi les autres. Et puis il y a la direction de ma vie, le passé, présent vers le futur, la réalisation de moi. Je sais que je fais ma part sur cette terre. Et du coup, quand j'ai ma place, je me sens appartenir. Je sais que je fais partie d'une famille et peut-être du monde entier. Je me sens vraiment vivre, exister. Exister, ça veut dire se dresser. Je me dresse, je sais que je fais ma part, j'ai ma place, je fais ma part, je me sens vivre. Le plaisir, c'est pour ça qu'on ne veut pas trop penser aux conséquences. Eh bien, c'est que ça nous fait nous sentir vides à l'intérieur. Et quand je mange le chocolat, par plaisir, j'ai le plaisir, mais je me sens vide. S'il n'y a pas de joie en même temps que le plaisir, je me sens de plus en plus vide. Du coup, je veux de plus en plus de chocolat. Il m'en faut encore plus et encore plus. Chaque fois qu'on ingère comme ça des calories vides, comme on dit, elles sont vides pas seulement de nutriments, elles sont vides d'émotions. Alors on est sans arrêt en manque. Et du coup, eh bien, on cherche à se remplir. En revanche, la joie, elle va nous satisfaire en profondeur. La joie, elle va nous permettre de nous sentir pleins à l'intérieur. Et donc, si mon petit morceau de chocolat, je l'associe avec le partage, la connexion, la réalisation de moi, des valeurs, etc., waouh, ça me remplit à l'intérieur. L'attachement, cette connexion, c'est vraiment le premier besoin humain. Dans le présent, comment je donne à mon enfant sa place?
Parce que c'est ça maintenant. Élever nos enfants dans la joie. Permettre à nos enfants de conserver leur joie de vivre. Parce que finalement, quand on pense à un enfant, on pense joie. Qu'est-ce qui fait que la joie d'un enfant devient un adulte triste? Peut-être bien que dans l'éducation, on peut faire en sorte de ne pas réprimer la joie des enfants. Pour cela, d'abord, je vais travailler la connexion. Lui permettre de sentir la signification de sa vie. L'enfant, il est là tout le temps, il dit « Regarde maman, regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi ». Et de nos jours, eh bien, maman, elle est de temps en temps en train de regarder autre chose. Et ça, c'est un problème, parce que quand maman ne regarde pas l'enfant qui veut être vu, eh bien, il se sent insignifiant. Pour être heureux, pour sentir la joie, on a besoin de se sentir signifiant. On a besoin que notre vie ait de la signification, qu'elle ait du sens. La joie, c'est l'émotion du sens de la vie. Sens, ça a 3 sens. Ça a le sens de quelle signification, ça a le sens de quelle direction, et ça a le sens de sensation. Donc, quelle signification à ma vie? C'est très important que je donne la réponse à mon enfant sur la signification de sa vie. Et pour qu'il sache qu'il a de la signification, qu'il signifie quelque chose pour moi, c'est important que je le vois, que je le regarde. C'est terrifiant d'imaginer l'impact du smartphone de nos jours. Ça diminue forcément les interactions avec les enfants. Ce n'est pas un problème, les smartphones, ce n'est pas un problème, les écrans. Moi aussi, je joue à Candy Crush. Mais quand l'enfant demande de l'attention, quand l'enfant requiert mon regard, c'est important que je lâche immédiatement la tablette pour le regarder. Parce que si je lâche mes emails pour le regarder, alors il se dit « Je signifie quelque chose pour ma maman, je signifie quelque chose pour mon papa, je suis plus important que ces emails. » Et du coup, ça le remplit. Comment faire? Déjà, supprimer les écrans pour les tout-petits. 44% des enfants de moins de 3 ans utilisent régulièrement des écrans. Ça, c'est pas normal et ça va devenir un problème de santé publique. C'est vraiment très important de voir où est la priorité. La priorité, elle est que chacun se sente dans la signification. Comment faire pour remettre un peu de joie dans la famille quand c'est un peu mou, quand c'est un peu tristoun? Oh. L'attachement, c'est aussi le contact. Comment faire en sorte que mon enfant sente qu'il signifie quelque chose à mes yeux? Qu'il soit en train de regarder son téléphone mobile, ou bien quoi que ce soit qu'il est en train de faire, de temps en temps, je lui fournis du contact. Mais je ne veux pas forcément lui fournir du contact direct. Pour mettre un peu de joie, je vais jouer. Oh, mais où elle est, Margot? Mais où elle est, ma fille? Margot! Oh, où elle est? Et avec ces simples jeux de contact, je remplis le réservoir d'amour de mon enfant. Je lui fournis la connexion dont il a terriblement besoin. La joie, c'est pas un truc ultra compliqué, mais c'est vrai que ça demande qu'on sorte de notre confort. La joie et le confort ne sont pas très compatibles. Babies this young are extremely responsive to
Edward Tronick a révolutionné le regard que nous pouvons poser sur nos enfants par une expérience incroyable qu'il appelle celle du visage impassible. Il installe le protocole maman face à son bébé et donc ils jouent l'un face à l'autre, ils communiquent, ils échangent. Les deux sont en relation et on voit que lorsque l'enfant pointe, maman se tourne, il y a vraiment une coordination, une harmonisation de leur cerveau, de leur cœur, de leur personne. Et puis, le protocole dit que la maman se tourne et elle va revenir face à son enfant, mais avec un visage impassible. Et regardons ce qui se passe à ce moment-là. Le petit, au début, elle cherche à récupérer sa maman, alors elle fait ce qui marchait avant. Ça marchait tout à l'heure de pointer, alors je pointe, ça ne marche plus. Elle cherche à avancer, avec les deux mains, elle cherche à obtenir de la connexion. Elle va écouter ce son, ce cri qui est typique de la rupture d'attachement. Et là, en à peine 2 minutes, elle se sent vraiment de plus en plus mal. Le stress est là. Elle cherche à voir, est-ce que je peux trouver une autre ressource ailleurs? Et là, elle perd son tonus musculaire. Heureusement, ça se répare très, très vite. Si je répare, ça se répare. Si je répare en retisse et immédiatement l'enfant revient. L'histoire de la vie relationnelle, c'est ça. Ce sont ces ruptures et réattachements. On ne peut pas ne pas avoir de rupture d'attachement. On ne peut pas ne pas, de temps en temps, ne pas être attentif à l'enfant. Et ce qui est important, c'est de systématiquement, chaque fois, réparer pour restaurer le lien, restaurer la dynamique, parce que c'est cette dynamique-là qui fait que l'enfant se sent vivant, il se sent signifiant, il a l'impression qu'il y a vraiment un échange et qu'il existe pour quelqu'un, il a sa place. L'amour, ce n'est pas quelque chose qu'on donne comme une récompense à un enfant. « Oh, tu as été bien sage, viens, je vais te donner un câlin. » « Ah, tu as bien travaillé, viens, je vais te lire une histoire. » Non, l'amour, c'est le carburant dont nous avons tous besoin pour nous sentir, pour avoir notre énergie disponible et pour pouvoir agir dans le monde. La connexion, c'est jouer ensemble, éviter les ruptures, mais quand il y a des ruptures, eh bien, on répare les ruptures. C'est sourire, c'est faire de l'empathie, c'est le partenariat, c'est les mots d'amour, la compassion, etc. C'est tout ce contact. C'est surtout, chaque fois qu'il y a une demande, c'est l'interaction. Pouvoir répondre à ce qui se passe. Donc, la communication. Je vous propose un jeu. Alors peut-être certains l'ont déjà vu. Et donc, vous vous mettez 2 par 2. Choisissez votre partenaire, votre voisin en fait, ou voisine. Et dans chaque duo, vous choisissez un parent et un bébé. Est-ce que tout le monde est prêt jusque là-haut? Vous êtes 2 par 2? A, ça va être le parent. Donc le parent va fermer les yeux. Ensuite, le bébé va regarder s'afficher le mot que je vais mettre et il va transmettre ce message à son parent. Alors, on ne le fait que par geste.
Vous ne parlez pas, vous êtes des bébés. Par geste uniquement. Est-ce que vous êtes prêts? OK. Donc, tous les parents, vous fermez les yeux. Ça y est? Ça y est, les enfants, vous avez vu? OK. Allez-y. Montrez à votre parent jusqu'à ce qu'il devine ce que vous êtes en train de dire. Bon, c'est chouette, hein? C'est chouette quand on est un parent. C'est chouette quand on est un parent de réaliser qu'on comprend son bébé. Et c'est chouette quand on est un bébé de réaliser que notre parent nous comprend. Sauf qu'il y a un petit détail, hein? C'est que les bébés, ça ne peut pas faire les gestes. Donc maintenant, on va le faire un peu plus pour de vrai. Et donc, on va recommencer. Et je vais mettre un autre message, un autre besoin que le bébé va exprimer. Et là, il va falloir deviner. Sauf que cette fois-ci, les bébés, vous êtes vraiment des bébés. C'est-à-dire que vous ne pouvez absolument pas parler. Vous ne pouvez pas non plus faire des gestes. Parce qu'un bébé, avant quelques mois, là, on va prendre un tout petit bébé de moins d'1 mois. Un petit bébé de moins d'1 mois, il ne maîtrise absolument pas ses bras, ses jambes et tout, donc il ne peut pas communiquer par geste. Il lui reste quoi pour communiquer? Voilà. Alors, les papas, les mamans, vous fermez les yeux. Ça y est. Allez-y. Bon, ça pleure beaucoup, hein? OK. Et voilà, il avait trop chaud, votre bébé. Mais vous sentez comment on se sent quand on est parent et qu'on n'arrive pas à comprendre ce que veut notre bébé? On se sent vraiment mal. Et là, la joie, bioup, elle s'en va. Et vous sentez ce qui se passe quand on est un bébé et qu'on a trop chaud et qu'on le dit à maman, mais qu'elle comprend rien. On le dit à papa, mais il comprend pas. Le bébé, il est dans un désarroi, une impuissance terrifiante. Parce qu'on ne le comprend pas. Et déjà ça éteint la joie d'un bébé. Comment est-ce que je peux me sentir en confiance dans ce monde si mes parents ne comprennent pas ce que je veux, ce que je vis, ce dont j'ai besoin? Heureusement, Priscilla Dunstan est arrivée. Priscilla Dunstan, elle a un don. Elle a des capacités d'analyser les sons et une mémoire des sons qui font que quand elle est cantatrice, tout ça, quand elle a eu son bébé et que son bébé pleurait tout le temps, un jour, elle s'est retrouvée assise par terre en disant, et en pleurant tout autant que son bébé, puis tout d'un coup, elle s'est dit, tiens, et si j'utilisais mon don? Quelle bonne idée! Elle a commencé à écrire, à noter la structure du son que produisait son bébé, parce qu'il finissait par calmer le bébé. Et petit à petit, elle a déroulé la pierre de Rosette, elle a commencé à comprendre ce que disait son petit Tom. Et elle a réalisé que quand Tom disait « né, né », ça voulait dire « j'ai faim ». Quand il disait « ça veut dire « j'ai mal dans le bas-ventre ». Quand il disait « en fait, là,
Un bébé qui a trop chaud, de moins d'1 mois, il va dire « hé, hé, hé », il ne va pas faire « ah » comme nous on a fait. Nous, on ne le sait pas, ça. Parfois, ma fille, quand elle était bébé, elle faisait « ah, ah », et moi j'arrivais et j'ai dit « oh, tu as faim, viens ». Et je la réveillais, parce qu'en fait, elle me disait « ah, j'ai sommeil », mais moi je ne le savais pas. Du coup, j'essayais elle veut de l'attention puisqu'elle pleure. Donc, je lui donnais de l'attention, je lui faisais des risettes, je lui donnais le sein. Bref, je la réveillais complètement, ce qui fait qu'elle n'arrivait pas à dormir du tout. Et au bout d'un moment, elle hurlait. Mais oui, c'est ce qui nous arrive à tous. On essaye, essai, erreur, beaucoup d'erreurs. Et de temps en temps, ça marche. Mais voilà, c'est trop aléatoire. Grâce au livre de Priscilla Dunstan, la vie change. Parce que du coup, on peut vraiment communiquer. Et vous imaginez ce qui se passait. Imaginez ce qui se serait passé si quand vous étiez bébé, votre maman, votre papa avaient compris ce que vous vouliez, avaient compris ce que vous attendiez. Ça fait toute une différence. Et ça fait que du coup, on peut vraiment se sentir en confiance. Communiquer. Communiquer, c'est fondamental. C'est important d'écouter nos enfants. C'est important de dire. C'est important de comprendre ce qui se passe, de faire de l'empathie. C'est important de donner, de recevoir, de demander et de refuser, tous les verbes de la relation. On pense parfois que l'enfant va avoir plus de joie quand il reçoit un cadeau. C'est vrai que recevoir, c'est génial. On l'a dit au tout début, hein? Oui, ça donne de la joie de recevoir un cadeau. Mais ce qui donne encore plus de joie que de recevoir un cadeau, c'est d'offrir un cadeau. Et parfois, nous, on ne se rend pas bien compte, les parents. Et quand ils nous apportent leur collier de nouilles, oui, on est content, on fait un sourire. « Ah, il est super joli ton collier de nouilles !» Et on l'affiche quelque part. « Oh, il est beau ton dessin !» Et on l'affiche quelque part. Fiche quelque part. Parce que c'est un peu ce que ressent l'enfant. On a pris son truc, on lui a dit que c'était beau, on a fait un grand sourire et ensuite on l'a posé. On n'a souvent pas pris le temps de regarder et de dire « Ah, il y a du bleu ici, oh, et puis là il y a du jaune. Là, dis donc, c'est très appuyé. Dis donc, là c'est une toute petite perle. » C'est-à-dire d'écrire pour prendre le temps de nourrir l'enfant de l'impression qu'on s'intéresse vraiment à tout ce qu'il a fait, au travail qu'il a fourni. On est trop concentrés, nous, sur le résultat. Et du coup, on fête le résultat, mais le résultat, c'est pas ça qui fait la connexion. Ce qui fait la connexion, ce qui remplit l'enfant, ce qui fait qu'il va se sentir joyeux, heureux, c'est si justement on prend le temps de décrire précisément tout ce qu'on voit. Et surtout, peut-être même de l'interroger, l'écouter. Comment tu l'as fait ? Ça prend un peu plus de temps, mais c'est ça qui remplit son réservoir. C'est ça qui va lui permettre de sentir la joie à l'intérieur de lui, sentir la joie de la connexion. Sinon, dès qu'on aura affiché le dessin ou le collier de nouilles, il va foncer dans sa chambre, en refaire un autre. Et on se retrouve avec plein, parce qu'en fait, il essaye de recevoir un petit peu de notre attention, un peu de connexion. Et si à chaque fois qu'il fait un dessin, il y a 3 secondes de connexion, il va falloir beaucoup de dessins pour qu'il réussisse à avoir assez de connexion. Tandis que si, sur un dessin déjà, je prends le temps de la connexion, alors je le nourris à l'intérieur. Les enfants, c'est de la joie pure. Les enfants, ça saute, ça bouge. Ben oui, c'est ça le problème. C'est ça. Et nous, du coup, ça ne nous plaît pas toujours et on est là. Attention. Mais du coup, forcément, l'enfant, on éteint sa joie. Parfois,
il est tout éteint parce que nous demandons obéissance. Il a tellement envie de connexion, l'enfant. Il a tellement envie d'être en relation avec nous. C'est tellement important. On est la personne la plus importante pour lui au monde. Son papa, sa maman, c'est vraiment fondamental. Il ne peut pas se permettre de ne pas nous plaire. Même si nous, on a l'impression parfois qu'il fait toutes sortes de choses pour ne pas nous plaire, en réalité, il n'a qu'une seule envie, c'est nous faire plaisir. Et donc, si nous menaçons, nous demandons, alors il va obéir. Mais si nous demandons obéissance, il va mettre un sourire sur son visage, mais il aura éteint la joie à l'intérieur de lui. Si je demande obéissance, ça veut dire que c'est moi, l'adulte, qui dirige ses comportements, qui contrôle, qui lui dit ce qu'il doit faire et comment il doit se comporter dans le monde. Si je lui dis tout ça, si c'est moi qui décide pour lui, eh bien, il est en référence externe, c'est-à-dire ses références pour savoir et diriger son comportement, c'est pas à l'intérieur de lui, c'est à l'extérieur de lui. Il va tout le temps se demander qu'est-ce que maman voudrait, qu'est-ce que papa voudrait, qu'est-ce que le professeur voudrait, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire. Et on est tout le temps à chercher qu'est-ce que l'extérieur attend que je fasse. Nombre de gens se sont engouffrés là-dedans. Et avec des références extérieures, on cherchait à développer, peut-être parmi vous, il y en a qui ont passé des diplômes pour faire plaisir à papa, à maman. Il y en a qui sont devenus des stars pour qu'on les voie, pour que l'extérieur les valorise. Mais à l'intérieur, quelque chose n'est pas vivant. Quelque chose est mort. Et du coup, on essaye, on passe encore plus de diplômes et encore plus de diplômes et on continue d'avancer dans la vie. On rentre dans la banque, on fait exactement ce qu'on croit que les autres attendent de nous. Peut-être même ils nous disent qu'ils attendent tout ça. Mais à l'intérieur, on n'y est pas. Quand on est en référence externe, ça éteint notre joie. Et donc c'est très important de permettre à nos enfants d'être en référence interne. Comment est-ce que je vais faire ça ? La référence interne, elle est dans le cerveau préfrontal. Le cerveau préfrontal, c'est ce qui me permet de décider pour moi-même. Au lieu de mettre un masque social et de sourire et de faire le masque dans la vie, de mettre ma personnalité, persona, ça veut dire masque de théâtre. Et donc, au lieu d'être dans cette personnalité, je vais plutôt chercher à être moi. Être moi, c'est décider par moi-même, exercer mon libre arbitre. Notre cerveau préfrontal, c'est celui qui nous permet d'anticiper, de projeter, de décider, de mesurer l'impact de nos comportements. On a vraiment besoin d'un cerveau préfrontal. C'est lui qui nous donne notre sentiment de responsabilité. Et on l'a vu au début, pour pouvoir être dans la joie, on a besoin de sentir qu'on se réalise. On a besoin d'aller dans le sens de ses valeurs, on a besoin d'accomplir ses valeurs. Donc, on a absolument besoin d'un cerveau préfrontal en bon état, qui marche. Quand on donne un ordre à un enfant, ça ne passe pas par le cerveau préfrontal. C'est reçu par le cerveau qui, la zone verbale, et la commande va être agie directement. Tandis que si je pose une question à un enfant, au lieu de lui dire « mets tes chaussures », je lui dis « quel temps il fait dehors ?» L'enfant regarde le temps. « Il pleut. » Bon, alors quelles chaussures tu mets ? Les bottes. Du coup, là, il est en référence interne, c'est lui qui a réfléchi. Nous avons besoin de liberté. Tous les humains ont besoin de liberté. On ne le mesure pas parce qu'on nous a toujours raconté que dans la vie, il fallait obéir et qu'il ne fallait pas faire ce qu'on avait envie de faire. Combien de fois on a entendu « mais dans la vie, on ne fait pas ce qu'on veut ».
Vous ne l'avez pas entendu, vous? Moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui ne me l'ont jamais dit. Mes parents m'ont toujours dit dans la vie, c'est important que tu fasses ce que tu as vraiment envie de faire. Non pas fais ce que tu veux, du genre fais ce que tu veux, je m'en fous, mais plutôt, oui, qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu es libre de devenir la personne que tu as envie d'être. C'est important, cette liberté. Une expérience, une personne dit dans la rue, « S'il vous plaît, donnez-moi 1 euro, j'ai besoin d'1 euro pour prendre le bus. S'il vous plaît, j'ai besoin d'1 euro pour prendre le bus. » 10% des gens seulement donnent en moyenne 50 centimes. Toutes les argumentations, j'ai besoin de prendre le bus pour rentrer chez moi, machin, on rajoute toutes sortes de choses, c'est à peu près pareil. 10% des gens donnent 50 centimes. À ce moment-là, on modifie la phrase et la personne dit « Vous êtes libre de me donner 1 euro. » Simplement la formulation « Vous êtes libre de me donner 1 euro. » À ce moment-là, 47% des gens donnent. Et ils ne donnent pas 50 centimes, ils donnent 1 euro. Quand quelqu'un se sent libre, alors il se sent libre. Et du coup, il est en contact avec qui j'ai envie d'être. Il est en contact avec quelles valeurs j'ai envie de respecter. Il est en contact avec son cerveau préfrontal. Il est en contact avec tout son être. Je lui donne à ce moment-là la possibilité d'être lui-même et tous les humains ont envie d'être généreux. Tous les humains ont envie d'être bons. 47%. Le cerveau préfrontal, c'est très important. Comment je vais faire, par exemple, pour qu'il aille à l'école le matin? Parce que quelquefois, je n'ai pas envie d'aller à l'école. Et nous, on lui dit, tu dois aller à l'école. C'est obligatoire, l'école. On lui ment un peu. Ben oui, on va quand même pas rentrer dans tous les... Et donc, comment faire pour qu'il puisse exercer son cerveau préfrontal et répondre à ce deuxième besoin après la connexion, qui est le besoin de liberté? Eh bien, je lui propose un joker. En début d'année, alors ça c'est pour les plus grands, pour les plus petits je vais faire plus serré, mais par exemple au collège, je dis aux gamins, voilà, tu as 3 jokers pour l'année. Un joker, ça veut dire que tu as le droit de ne pas aller à l'école, pas aller au collège. Tu utilises tes jokers comme tu veux. Tu peux les séquencer, faire des demi-journées, ce que tu veux. Tu as 3 jokers pour l'année. Du coup, c'est lui qui choisit. Et quand le matin, il se réveille, il dit « Alors maman, j'ai mal au ventre, je ne vais pas aller à l'école, là, je ne vais pas aller au collège. » Nous, on n'a pas besoin de se démonter, on arrive et on dit « Pas de problème, tu veux utiliser un joker ?»« Non, non, ça va. » Mais c'est lui qui a décidé. Lorsque vous avez un joker, alors là, il y a toutes les possibilités. Il y a ceux qui donnent leur joker tout de suite dès le début de l'année, et puis ceux qui les gardent et qui ont encore leurs 3 jokers le jour de la fin de l'année. Mais ce qui est le plus important, c'est que chacun a la responsabilité. La liberté, ce n'est pas la licence. Ce n'est pas la licence de faire n'importe quoi, n'importe quand. La vraie liberté, c'est structuré avec des règles. Il y a un cadre. Nous avons à fournir un cadre à nos enfants qui leur permette de développer leur liberté. Le cadre devant lequel on est un peu trop souvent, c'est la téloche. On regarde la télé, on est assis dans le canapé et on espère qu'on va être heureux un jour. Ben, ça ne marche pas. En fait, on ne va jamais être heureux en restant assis dans le canapé. La vie, c'est vrai qu'on nous a dit, on a appris à l'école qu'il y avait l'homéostasie et que donc, lorsqu'il y avait un déséquilibre, il fallait revenir à l'équilibre.
On nous a raconté toutes sortes de choses comme ça, que l'objectif, c'était l'équilibre, et du coup, on est équilibré sur le canapé. Mais en réalité, la joie, elle vient du mouvement. La joie, elle vient de la mise en mouvement. C'est pour ça que j'ai créé ce terme d'homéodynamique dans un de mes premiers livres, Le corps messager, pour rendre compte de cette dimension dynamique. Parce qu'il y a un moteur dans notre vie, une motivation à toujours se dépasser. Si les humains ont envahi la planète, c'est bien parce qu'ils ne sont pas restés assis sur leur canapé. On a eu envie de découvrir, d'aller, de chercher, d'aller toujours plus haut, toujours plus loin. Et donc ça, c'est important de ne pas l'oublier avec nos enfants. Quand on a la trouille et qu'ils sont en train de faire des trucs qui ne sont pas bien, c'est important aussi de les laisser faire, de leur permettre de faire des trucs au lieu de leur dire « Ne monte pas sur cette table, mais qu'est-ce que tu fais, les gens vont te voir ?» La vie, elle est quand justement on va au-delà de nos capacités, quand on va au-delà. C'est un adolescent, c'est mon fils, c'est un adolescent. Les adolescents, ils ont encore plus besoin de faire éclater, d'aller au-delà, d'aller plus loin, de montrer qu'ils sont capables, de sentir de quoi ils sont capables. Et donc, s'ils n'ont pas l'occasion de se mesurer, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller plutôt vers la drogue, l'alcool, les conduites à risque. Ils vont se laisser embarquer. De toute façon, ils ont besoin de transgresser. Alors, permettons-leur plutôt, depuis tout petit, de transgresser les limites de leur corps. Les limites de... Voilà, au lieu de leur poser des limites, aidons-les à dépasser leurs limites, à faire toujours plus. Non, vraiment, le bonheur, c'est pas quand on est installé dans le canapé. La vieille chienne que vous voyez là, Bambou, était toute fatiguée, très dépressive, presque mourante. Elle a 14 ans, bientôt 15. Alors on a acheté un petit chiot. Ce petit chiot l'a embêtée, mais embêtée. Elle, son bonheur, c'était d'être dans le canapé, justement. Elle n'était pas dans le canapé, mais sur le tapis, sans bouger. Mais du coup, elle était toute ankylosée, elle pouvait à peine bouger. Maintenant, au bout de quelques mois, 1 an, elle est une chienne qui galope, qui revit. C'est pareil pour nous. Nos enfants, ils nous perturbent, ils nous énervent, ils nous obligent à sauter, à bouger. On se retrouve au square, à courir, à faire... Et on n'aurait qu'une envie, c'était de rester plus calme. Mais non, en fait. Ils nous obligent à bouger. Et ça nous permet, nous aussi, de développer plus de joie. La liberté, c'est lorsque nous avons suffisamment de connexion, lorsque nous sommes nourris sur le plan de l'attachement. Dès qu'on est sécurisé avec l'attachement, on a envie d'explorer, d'aller voir, d'aller toucher, de développer. On a besoin de se sentir fort. Un petit enfant qui est face à un bonbon, un marshmallow. S'il a moins de 3 ans, on lui dit « Regarde bien le marshmallow. Tu as envie de manger un marshmallow ou 2 marshmallows ?» 100% des enfants disent 2 marshmallows. Et donc, là, tu en as un. Je vais sortir de la pièce et quand je vais revenir, s'il est encore intact, je t'en donne un second, tu auras 2 marshmallows. 100% des enfants sont sûrs qu'ils vont tenir pour avoir 2 marshmallows. Et donc, l'expérimentateur s'en va. Et là, on voit les enfants qui font toutes sortes de stratégies pour réussir à ne pas manger le chamallow. Il y en a qui en prennent un petit bout par en dessous. En fait, en dessous de 3 ans, 0 enfant réussit à garder à avoir les 2 marshmallows.
À partir de 3 ans, 4 ans, petit à petit, ça se construit. La capacité à résister à la frustration se construit. Le cerveau préfrontal, en fait, s'élabore et se construit. Et donc, les enfants développent diverses stratégies et réussissent à garder. Ce qui a stupéfait l'expérimentateur, c'est que quand ils ont les 2 chamallows, eh bien, au lieu de les manger tout de suite, la plupart les gardaient. Je veux montrer à mon papa, ma maman que j'ai les 2 chamallows. Ils les mettaient dans leur poche. Et donc, nous, on croit que les enfants veulent manger des bonbons. Mais en fait, non. C'est plus important pour un enfant d'être fier de lui et de montrer qu'il a résisté à la frustration que de manger 2 bonbons. Quand on donne le truc à un enfant de moins de 3 ans, parce que nous, on est là, on dit « il faut que ». Ça ne marche pas. Mais si on explique à un enfant une stratégie, si on dit à un enfant de moins de 3 ans, donc un enfant de 3 ans qui normalement n'est pas du tout capable, son cerveau n'est pas encore capable de résister. Mais si on lui en donne un truc, si on lui dit par exemple, tu vois, le chamallow là, tu imagines que c'est une boule de coton. Eh bien, on sort, on revient. Quand on revient, il est toujours là, le chamallow. Et si on demande à l'enfant, mais tu l'as pas mangé? Ben non, c'est une boule de coton. Et du coup, il a les 2 chamallows. Les enfants de 3 ans sont capables, si on leur donne la technique, d'attendre 18 minutes. 18 minutes. Ça a besoin de nous faire travailler dans notre tête. Ça veut dire que si nos enfants ne font pas ce que l'on leur demande, ce n'est pas parce qu'ils ne désirent pas. Ça veut dire que peut-être on ne leur a pas donné la technique. Si on leur fournit une technique, une stratégie, alors ils sont tout contents de pouvoir le faire. Mais si on ne leur fournit pas la technique, eh bien ils sont juste avec leur capacité cérébrale. La tolérance à la frustration, c'est une des choses qui va aider à sentir la joie dans le futur. Parce que la joie, c'est pas je prends le plaisir, tout de suite le plaisir. Non. La joie, c'est justement quand on arrive à différer le plaisir. Quand on est capable de ne pas boustifailler le truc tout de suite parce qu'on veut autre chose plus tard. Les enfants qui sont capables de tolérer la frustration, une fois adultes, ont un meilleur métier, gagnent davantage d'argent, ont un meilleur couple, ils ont fait des meilleures études, bref, c'est vraiment rentable. Qu'est-ce qui fait la différence? L'enfant qui tolère la frustration, ça n'est pas celui à qui on a dit « tu dois attendre ». Ça n'est pas celui qu'on a menacé. C'est pas celui à qui on a dit « tu dois apprendre la frustration, alors non ». Au contraire, on a étudié. Walter Mischel, dans son livre, raconte très en détail l'expérience qui est menée depuis des années maintenant. On a beaucoup de recul sur cette expérience. Eh bien, les enfants qui réussissent à attendre, à tolérer le plus la frustration, sont les enfants qui ont un attachement sécure. Ce ne sont pas les enfants qui ont des parents autoritaires qui leur ont enseigné la frustration. Ce sont au contraire des parents qui ont cherché à ne pas frustrer, qui ont cherché à remplir le réservoir d'amour de leurs enfants, qui ont fait en sorte que l'enfant se sente sécure et du coup confiant dans l'adulte. Ces enfants-là se disaient « Oh, si un adulte me dit qu'il me ramènera 2 chamallows, c'est que c'est vrai ». Tandis que ceux qui ont des parents autoritaires, souvent pas très justes, doutaient un peu. Il va encore trouver un truc, ça ne va pas le faire, et donc autant que je mange un chamallow, on ne sait jamais. On nous a dit, vous devez poser des limites à vos enfants, parce que sinon, face à toutes ces crises, eh bien, ça va devenir un enfant roi.
Et quelquefois, on y a cru. Alors, on a essayé de mettre des limites à nos enfants. Mais on a vu ce que ça faisait. Hein. Si on met des limites à son enfant, on va éteindre sa joie. On va le mettre à l'intérieur de lui. Il va être en référence externe. Ça ne va pas le faire. Et effectivement, si on regarde un petit peu plus dans son cerveau, qu'est-ce qui se passe? Déjà, si nous mettons une limite, nous sommes activés dans notre cerveau. Tout notre système de stress est activé. Et donc, nous sommes vibrants. Et en face, on déclenche quoi? Le système de stress. On va déclencher d'abord l'alerte, attaque, fuite, ou bien, s'il y a en plus de l'immobilisation, on va déclencher le figement. Et après, on ne comprendra pas pourquoi notre enfant ne bouge plus. La clé, ce n'est pas de mettre des limites. Quand une casserole de lait bout, quand le lait déborde, eh bien, ça ne sert à rien de mettre des limites. Ça ne sert à rien d'essayer de mettre un couvercle. On a besoin d'éteindre le gaz. Donc, cherchons. Il est où le gaz? Qu'est-ce qui se passe pour mon enfant? Peut-être c'est une question de maturation cérébrale. Peut-être que c'est une question de stress. Peut-être c'est une question de communication entre nous. Si c'est du stress, je cherche. Est-ce que c'est un besoin physiologique? Est-ce qu'il manque d'attachement, cet enfant? Manque de liberté? On a vu que c'était un problème. Ou alors, peut-être c'est un souci dans son cœur. Ça aussi, le souci dans le cœur, ça éteint la joie. Parce que l'axe vertical de la joie, l'axe de la direction du sens de la vie, eh bien, il est dirigé. Il y a un passé, un présent et un futur. Le futur, c'est les valeurs. Le présent, c'est ce que je vis là tout de suite, mais le passé. Le passé, c'est nos ressources. On disait tout à l'heure, ce qui me rend joyeux, c'est me souvenir. Nous avons besoin de pouvoir sentir que nos souvenirs sont riches. Quelquefois, on a des blessures dans le cœur. Quelquefois, on a un souci dans notre cœur. Et donc, c'est important d'écouter nos enfants et de les laisser exprimer ce souci. La joie, c'est pas tout le temps « Allez, mon chou, allez, on joue !» Non, ça, c'est superficiel. La vraie joie, c'est celle qui permet à l'enfant de se sentir connecté. C'est celle qui permet à l'enfant de se réaliser. C'est celle qui permet à l'enfant de se sentir important, signifiant. C'est celle qui donne sens à sa vie. Et quand on a une blessure dans le cœur, la vie, elle n'a plus de sens. Et donc, on a besoin de pouvoir exprimer les émotions, on a besoin de pouvoir dire ce qu'on porte sur le cœur. De nos jours, il y a toutes sortes de soucis. Les enfants n'arrivent plus à se concentrer. Les enfants sont hyperactifs, hypersensibles, ils ont des tics, des tocs. Ils réfléchissent plus tout à fait correctement. Ils sont en grosse difficulté. Et évidemment, il y a toujours les gens de l'ancienne école qui disent « Oui, les parents ne mettent plus de limites, les parents ne sont plus assez autoritaires. » Et du coup, nous, on essaie de mettre des limites. Et puis après, on se rend compte « Non, ça ne va pas, j'active encore plus son système de stress. » Et donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour que nos enfants soient comme ça? Peut-être bien que ce n'est pas notre faute. Peut-être bien que c'est quand même de notre responsabilité, puisque nous sommes les adultes qui avons créé cette planète, mais peut-être bien que c'est lié à la pollution de notre planète. Notre responsabilité, elle n'est pas de poser un cadre. On nous a tellement raconté des trucs comme ça. Encore aujourd'hui, dans les journaux, partout, on voit les parents doivent poser un cadre. Et nous, on pose des cadres, et ça ne marche pas, et c'est de pire en pire. Évidemment, on n'a pas besoin de poser des cadres. On a besoin de fournir un cadre à nos enfants. On a besoin de fournir un cadre à nos enfants qui nourrissent leurs besoins. On a besoin de leur fournir une planète qui leur permet de se développer et de développer leur capacité à la joie. Parce que quand on a les os trop fragiles, ça n'est pas parce que nos parents n'ont pas été assez autoritaires. Quand on est myope, ça n'est pas parce que nos parents n'ont pas été assez autoritaires. Les difficultés qu'ont les enfants d'aujourd'hui n'ont rien à voir avec
l'autorité ou pas l'autorité des parents. Les difficultés de nos enfants aujourd'hui, elles ont beaucoup à voir avec la pollution. Elles ont à voir avec ce qu'on leur donne à manger. Dans une baguette, 102 additifs. Et un peu n'importe quoi comme additif. Le benzoate de sodium, qui prive les cellules d'oxygène, c'est un conservateur qu'on trouve dans énormément de produits. Énormément de produits surgelés, de plats préparés. Comment est-ce que c'est possible qu'on continue d'avoir ça? Les perturbateurs endocriniens sont partout. Perturbateurs endocriniens, elle en parlait tout à l'heure, jusque dans les lingettes. 80% des cosmétiques, mais aussi des couches et des lingettes pour bébés, contiennent des parabènes. Les perfluorés, les résidus minéraux, les pesticides organochlorés, les phtalates, tout. On est dans une société où c'est de plus en plus compliqué. Et la pollution est partout et difficile à juguler. Nous ne mesurons pas ça. Mais c'est important quand même de le réaliser. Quand un bébé vient au monde de nos jours, en France, on trouve 163 produits chimiques qui, évidemment, ne devraient pas y être. 163 produits chimiques dans ces tissus. S'il est allaité, après, ça va aller un peu mieux, mais s'il n'est pas allaité, s'il mange, s'il boit le lait maternisé, ça va s'aggraver. La situation est dramatique. C'est vraiment important de lire ce que Barbara Domenech démontre. Tous ces produits chimiques et surtout les perturbateurs endocriniens abîment la thyroïde. Et la thyroïde, c'est ce qui nous fait grandir, c'est ce qui nous permet aussi de réfléchir. Notre thyroïde, elle est importante pour l'intelligence. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, nous avons perdu 2 points de QI. C'est énorme. Au niveau sociétal, c'est phénoménal. L'espérance de vie commence à diminuer et surtout, les enfants d'aujourd'hui ont de plus en plus de mal à l'école. 2 ans de retard pour comprendre les mêmes problèmes de logique. Les profs, ils s'arrachent les cheveux, ils ne comprennent pas. Mais ce n'est pas parce que les parents ne sont pas assez autoritaires et ce n'est pas non plus parce que les profs sont de mauvais profs. C'est que le cerveau des enfants est abîmé. Le cerveau et pas que leur cerveau. La flore intestinale, le microbiote, c'est vraiment aussi important pour la joie. La joie, je la ressens quand je me sens capable. Si mon cerveau ne me permet pas de faire ce que j'aimerais faire, c'est difficile. Le microbiote, on a changé le microbiote d'une souris, une souris agressive, on a pris son microbiote, on l'a fait une greffe de sel, donc, dans une autre souris très calme, gentille, elle est devenue agressive. On a pris du microbiote d'une souris calme, on met sur une souris agressive, hop, son agressivité disparaît. Notre microbiote, ce sont les microbes, c'est la flore intestinale, toutes les bactéries qui sont à l'intérieur de nous. Un déséquilibre des bactéries fait que nous allons pouvoir être agressifs ou joyeux. Et c'est important de savoir que le blé, le gluten plus exactement, mais le blé en fait abîme, crée de l'inflammation dans le cerveau, que pour certains enfants sensibles, les caséines du lait vont aussi les empêcher de se réaliser pleinement parce que ça va les rendre nerveux, agressifs, tendus. On arrête le lait de vache pendant 24 heures pour un enfant. 24 heures plus tard, il arrive à se concentrer. Pour le gluten, il faut quand même 1 semaine pour voir la différence. Mais ça vaut le coup d'essayer de faire l'expérience. C'est impossible à croire si on ne fait pas l'expérience, mais finalement, 24 heures d'expérience pour le lait, 5 jours d'expérience pour le gluten,
on peut voir ce que ça donne. Et puis, il y a le sucre. Le sucre, on a fait des expériences dans les collèges, dans les lycées. Ils ont fait une expérience aux États-Unis sur 400 000 enfants. Et les résultats ont été absolument spectaculaires. L'étude a duré 4 ans. Et pendant 4 ans, dans les cantines, on a diminué notablement le niveau de sucre et on a mis un petit peu plus de vitamines. Qu'est-ce qui s'est passé ? 47% de comportements antisociaux en moins. Et les notes ont augmenté de 15 points. Jamais dans l'histoire des États-Unis, ça ne s'était vu un aussi grand saut d'amélioration de notes. Le sucre, c'est sûr, on aime tous le sucre, c'est bon le sucre. Seulement voilà, trop de sucre, parce que les quantités de sucre que mangent nos enfants aujourd'hui sont absolument phénoménales. Trop de sucre, eh bien, ça perturbe notre cerveau. Le lait. On ne va pas diaboliser tout le lait. D'ailleurs, surtout, ne passons pas au lait de soja. Le soja, c'est un perturbateur endocrinien aussi, ça modifie la signalisation thyroïdienne, donc ne passons pas au soja. La caséine, oui, parce qu'on se dit le lait, bon, il y a le problème des caséines, des caséomorphines, on les appelle comme ça, parce qu'elles se mettent sur les récepteurs morphiniques dans le cerveau, et c'est pour ça qu'elles déclenchent des réactions émotionnelles. Eh bien, ce n'est pas tous les enfants et c'est surtout pas toutes les vaches. Selon l'origine de la vache, les caséomorphines qu'elle produit vont être digestes ou pas. Si on a des caséines bêta-A1, eh bien, donc, certaines vaches, selon les races, bêta-A1, elles se décomposent en peptine bêta-casomorphine 7, et là, vous avez des enfants qui sont hyper tendus, nerveux, agressifs, et qui n'arrivent plus à se concentrer, et qui perdent la capacité de joie. Vous les changez de lait, vous les mettez sous... Vous prenez du bon lait de Guernesey, Jersey, entier bien sûr, toujours, parce qu'en fait, la seule chose vraiment bonne dans le lait, c'est les graisses. On nous raconte qu'il faut du lait. En fait, pourquoi est-ce que les industriels nous ont demandé de boire du lait écrémé et compagnie ? C'est que comme ça, ils nous vendent le lait écrémé, ensuite ils nous vendent la crème de l'autre côté. Eux, ils font double bénéfice. Mais pour notre corps, c'est une très mauvaise idée. Dans le lait écrémé, eh bien, il n'y a plus que du sucre quasiment et des caséomorphines. Donc, le lait entier, vous avez suffisamment de graisse pour nourrir le cerveau. Et là, du coup, les graisses permettent que le sucre soit absorbé moins rapidement et donc c'est beaucoup plus digeste. Et oui, digeste, alors qu'on a pris l'habitude de penser que ce n'est pas digeste le lait entier. Mais donc, pourquoi est-ce que je vous montre ça ? C'est du petit détail. Mais en fait, c'est pour montrer à quel point c'est complexe la nutrition. Et que nous avons vraiment besoin d'approfondir un peu. Il n'y a pas « ça c'est bon pour tout le monde, ça c'est mauvais pour tout le monde ». Il n'y a pas de règle générale. On a besoin pour chacun de regarder et d'observer. Et pour moi, comment est ma flore ? De quoi a besoin ma flore ? Et pour mon enfant, mon enfant n'est pas très heureux en ce moment, eh bien, peut-être je peux travailler un petit peu sur ce qu'il vit à l'intérieur. Et puis, je peux quand même compenser. Si jamais je lui ai donné un steak de vache, parce que si c'est une vache qui a été élevée pas avec de l'herbe, il y a beaucoup d'oméga 6 inflammatoires et très très peu d'oméga 3. Donc c'est sûr que mon enfant, il va avoir beaucoup de mal à se concentrer. Et le devoir qu'il va rendre au lycée, ça va pas être top. Mais si je lui donne un jus d'orange frais, attention, un jus d'orange frais, c'est pas un jus d'orange en bouteille. Non, un jus d'orange frais, c'est un jus d'orange frais. Je presse l'orange. Si dès le matin, je presse l'orange, il peut manger quelque chose, ça fait baisser l'inflammation, quel que soit. Donc il faut quand même quelques petits trucs positifs. La joie, c'est des hormones. Qu'est-ce que je peux faire pour permettre à mon enfant d'avoir les hormones dont il a besoin pour pouvoir se sentir joyeux ? La sérotonine,
à 95%, elle est élaborée dans les intestins. Donc, si je veux élever mes enfants avec de la joie, j'ai besoin de leur permettre d'être dans la joie. Et pour qu'ils puissent sentir la joie à l'intérieur d'eux, ils ont absolument besoin de dopamine, de toutes les hormones, mais surtout de sérotonine. Et donc, je travaille sur ces intestins. Donc, je diminue les choses inflammatoires et je nourris de choses qui sont moins inflammatoires. Un peu plus de vitamines, et il y a plus de vitamine C dans le persil que dans le jus d'orange, un peu, et beaucoup de bons gras, oméga 3, tout le monde en parle, mais c'est à juste titre. Et j'évite bien sûr les colorants, les phosphates, tous les perturbateurs endocriniens et le trop de sucre. Bon, pas évident parce que les enfants, ils ne s'intéressent pas beaucoup toujours à la nourriture, et puis si on les interroge, c'est quand même assez fabuleux que 60% des enfants de 12 ans quand même, ignorent que le steak haché, c'est de la viande. C'est une étude. Bon, c'est vrai, elle date un peu, 2013, mais à mon avis, ça n'a pas énormément changé. Pourquoi ? Parce que les enfants ne touchent plus. Parce que les enfants ne voient plus comment sont élaborées les choses. Ils ne sont pas dans les campagnes. Ils ne voient pas les poireaux, les courgettes. Ils vont très peu au marché. Au supermarché, tout est déjà préemballé, et puis de plus en plus, on achète des plats surgelés. Donc les trucs sont déjà prédécoupés, et c'est sûr que les poissons, c'est du poisson pané, et que le steak, c'est du steak. Mais ils n'imaginent pas. Que faire alors ? Peut-être on pourrait, pour remettre de la joie dans la famille, impliquer les enfants dans la cuisine. Impliquer un enfant dans la cuisine, c'est à la fois le faire manipuler des choses, le faire travailler, le faire créer quelque chose. Il a le sentiment de créer, donc ça va nourrir son axe de réalisation. Ça va lui permettre aussi d'être connecté avec moi. On va faire les choses ensemble, on va partager, et puis on va être en connexion, en contact tous les deux pendant ce temps-là. Et donc, ça lui permet de nourrir ces deux dimensions. Et puis, quelquefois, il gagne le prix quand on... Et donc là, c'est une raquette de tennis en meringue sur un gâteau. Et donc, ça nourrit encore plus cet axe de connexion, cet axe qui nous donne la signification, l'axe d'appartenance et la direction, l'exploration. Direction, signification, sensation, le sens de la vie. Tout ça c'est bien compliqué, mais quelquefois, que faire quand on n'a pas l'énergie, quand c'est un peu trop mou à la maison et il n'y a pas assez de joie ? Caroline nous a donné une petite idée tout à l'heure. On ne peut pas ne pas se sentir joyeux quand on lève les bras et si on saute. Et donc, quand il suffit en fait de faire comme si on était joyeux, et ça marche. Et vu que ça fait super longtemps que vous êtes assis, je vous propose de vous lever un petit peu et puis... et de sautiller comme ça. Le mieux, c'est jumping jack. Voilà. Et on se sent pas mieux tout de suite ? Ok. On a découvert ça dans une étude. On a mis une petite barre et on a dit à des gens, voyez la barre là, vous devez vous débrouiller pour qu'elle aille vers la gauche. Vous marchez et vous voyez pour faire en sorte qu'elle aille vers la gauche. Ou vers la droite, on leur donnait des consignes. Et ensuite, on leur lisait une liste de mots et on lui demandait de la mémoriser.
Donc, il mémorise la liste de mots et ensuite il se concentre et il marche. Et donc, il découvre assez vite, mais sans se rendre compte, parce que c'est organisé comme ça, que la barre qu'il doit faire avancer, eh bien, il doit la faire avancer là-bas. Plus il se met sur la pointe des pieds, il fait comme ça, plus elle y va. Et s'il fait comme ça, elle va de l'autre côté. Et donc, comme ça, les expérimentateurs obtiennent des gens qui vont comme ça. Et quand ils arrivent là, on leur dit, allez-y, alors, quel mot vous vous souvenez? Et donc, ils se souviennent de quelques mots. Et les autres, à qui on a fait aller la barre dans l'autre sens et qui, du coup, sont comme ça, et donc, sur la pointe des pieds, avec un pas très léger, tout doux, comme ça, et on leur demande, de quel mot vous vous souvenez? Eh bien, ceux-là, ils se souviennent de plus de 2 fois plus de mots positifs que les autres. Et donc, comme ça, on mesure le niveau de joie dans lequel ils sont. Il suffit de faire comme si. Il suffit de faire comme si on se sent joyeux et du coup, on va le ressentir. Parce que la joie, c'est dans le corps. Mais écoutons maintenant une professeure de neurologie à l'Université de New York. Je trouve son cours particulièrement intéressant et donc j'ai pris un petit morceau d'un cours qu'elle donne à l'Université de New York régulièrement. On a de la chance, elle parle français parce qu'elle a fait une partie de ses études en France. Et donc, pour écouter son cours, on se met debout. Je vous propose de vous mettre debout, parce que c'est quand même sérieux. C'est une grande professeure de New York. Bonjour, je m'appelle Wendy Suzuki et je veux vous donner aujourd'hui une petite démonstration d'une forme d'exercice qui s'appelle Intensati. Intensati, c'est unique parce que c'est une combinaison de mouvements physiques avec des affirmations positives. Alors, on commence avec des coups de poing. Voilà. 1, 2, 1, 2. Ici, je dis, je suis forte. Je suis forte, je suis forte. Encore, je suis forte. Je suis forte, je suis forte. Prochainement, on peut bouger les jambes aussi. Hein. Ici, je dis, je suis puissante. Je suis puissante. Je suis puissante. Vous dites, je suis puissante. Prochain, comme ça. Ici, je dis, j'adore la vie que je mène. J'adore la vie que je mène. J'adore la vie que je mène. J'adore. Et je suis puissante. Vous dites, je suis puissante. Et j'adore la vie que je mène. Allez, plus fort, je vous entends pas là. La vie que je mène. Et ça, c'est Intensati. Et elle donne pour de vrai des cours comme ça à l'Université de New York. C'est la première qui a demandé qu'il n'y ait pas de chaise dans ses cours. Et elle demande aux gens de venir en tenue de gym. Et donc son livre s'appelle « Bouge ton cerveau ». Et c'est une grande neurologue, une des plus grandes de notre temps. Et elle montre combien le mouvement est absolument nécessaire au fonctionnement optimal du cerveau. Et du coup, je ne résiste pas à l'envie de vous montrer cette école fantastique à 1 heure de Tokyo. And there is no boundary between inside and outside. So it means basically this architecture is roof. And also there is no boundary between classrooms. So there is no acoustic barrier at all. You know, when you put many children in a quiet box, some of them get really nervous. But in this kindergarten, there is no reason they get nervous because there is no boundary. I don't train them. We leave them on top of the roof, just like a sheep. They keep running. My point is don't control them, don't protect them too much, and
they need to tumble sometimes. They need to get some injury. And that makes them learn how to live in this world. I think architecture is capable of changing this world, life of people. Je vous invite à regarder son TED, c'est l'architecte qui a créé cette école, ce jardin d'enfants. Et ce qui est vraiment fantastique, c'est que cette liberté, cette absence de murs, même moi, j'aurais jamais imaginé autant de liberté. Eh bien, ça produit des enfants qui non seulement sont évidemment beaucoup plus développés physiquement, puisqu'ils courent toute la journée, mais il n'y a quasiment pas de bagarre, et surtout pour les adultes, on aime bien ça, ils ont les meilleurs résultats académiques de toute la région. Donc finalement, eh bien, c'est une sacrée réponse. Quand on laisse, la joie, c'est l'émotion de l'apprentissage aussi. Quand on nous laisse être libres, on va pouvoir se concentrer davantage, on va pouvoir utiliser nos énergies davantage. On a aussi bien sûr besoin de lumière extérieure, mais surtout voilà, nous, au lieu de donner de la liberté aux enfants, ce que nous avons tendance à faire, c'est pointer les faiblesses, critiquer, dire tout ce qui ne va pas. Finalement, limiter l'enfant et lui montrer ses limites sans arrêt. Pourquoi on fait ça ? Eh bien, c'est tout simplement parce que notre cerveau est construit comme ça. Nous avons, dans notre cerveau, construit un biais pour la négativité. C'est grâce à ce biais de la négativité que nous sommes aujourd'hui tous réunis et que nous avons ces capacités, que nous avons créé ce monde grâce à ça. Les humains ont un biais pour la négativité, ils voient ce qui ne va pas et du coup, ils l'améliorent. Enfin, ça a marché un certain temps, mais ça sape notablement notre joie et ça sape notablement réellement nos capacités d'avancer. Repérer le danger, oui. Repérer la moindre différence. En fait, c'était utile dans la forêt. C'était utile dans la jungle. C'était utile dans la nature. Là, il fallait absolument repérer. Oh, là, il y a un truc où c'est peut-être un bout de crinière de lion. Mais de nos jours, c'est plus utile du tout. Et donc, quand on regarde la copie d'un enfant et qu'on voit une erreur, c'est pas important. Mieux vaut regarder les choses autrement et recadrer en positif. Les recettes danoises, puisque les Danois sont les plus heureux du monde, eh bien, copions, regardons qu'est-ce qu'ils font. D'abord, ils jouent beaucoup avec les enfants. Ensuite, ils sont authentiques. Ils disent, on ne félicite pas exagérément. Ça, c'est en rapport à ce que je disais tout à l'heure sur les dessins, etc. On travaille d'abord à parler de ce qu'ils ont fait, comment ils ont construit des choses, puis un recadrage pour ne pas être happé vers le négatif, mais plutôt regarder systématiquement les choses en positif. Bien sûr de l'empathie et jamais d'ultimatum. Attention! Tout ça avec ce qu'ils appellent le hygge, qui est juste du moment de contact chaleureux. La connexion est toujours essentielle. Dans un autre livre qui va paraître dans ma collection Parents Plus très bientôt, on parle de Carol Dweck et de l'état d'esprit fixe, l'état d'esprit en développement. L'état d'esprit fixe, c'est celui qui se développe quand on valorise la réussite de quelque chose. L'état d'esprit en développement, c'est-à-dire je suis capable de me développer, je suis capable de devenir meilleur, eh bien, c'est celui qu'on obtient quand on valorise les efforts. Non pas tu as fait beaucoup d'efforts, mais quand on nomme ce que l'enfant a fait, quand on voit oh là là, tu as fait ceci, tu as fait cela, on lui montre le chemin qu'il a parcouru et du coup on lui permet d'ancrer tout ça. Quand on souligne les forces d'un enfant, au lieu de regarder ce qui ne va pas, on tourne notre regard en disant en quoi il est fort. Et on peut toujours trouver
d'autres façons de gérer les choses. L'enfant nous dit « Je suis nul !» « J'y comprends rien » ou alors « J'ai pas réussi ». Qu'est-ce qu'on a envie de leur dire? La plupart du temps, on va dire « Mais non, t'es pas nul !»« Si, je suis nul !» Et donc, plutôt que d'essayer de contrer l'enfant, on va l'installer dans une perspective de développement. Toujours, on se rappelle de notre axe qui va vers le futur. Comment je peux faire pour permettre à mon enfant de sentir qu'il se réalise, de sentir qu'il est donc en développement et non pas « je suis bon » ou « je suis mauvais ». Parce que ça a un super inconvénient, cette histoire de « je suis bon » ou « je suis mauvais ». Quelquefois, on dit à un enfant « Ah, t'es tellement génial, t'es tellement intelligent, etc., tu vas réussir ». Et l'enfant, il est coincé, parce que s'il est intelligent, ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il bosse. Parce que s'il bosse pour réussir, ça veut dire qu'il n'est pas intelligent, puisqu'il a eu besoin de bosser. Quelquefois, on dit je suis intelligent, ça veut dire la définition, ça veut dire que je résous facilement les choses. Donc si ça doit être, c'est un peu compliqué, oh là là, ça va se voir que je ne suis pas intelligent, enfin, ça complique tout. Donc, si j'ai un état d'esprit fixe, soit je crois que je suis intelligent, auquel cas, surtout, je ne bosse pas, parce que sinon, eh bien, ça prouvera que je ne suis pas intelligent, parce que ça veut dire que j'ai besoin de travailler pour pouvoir réussir. Et si j'ai toujours mon esprit fixe, mais qu'on me définit comme pas intelligent, eh bien, je ne suis pas intelligent, donc c'est même pas la peine que je m'y mette. Donc, bref, quand on a un état d'esprit fixe, globalement, on ne grandit pas. C'est notre intérêt de remettre l'enfant sur cet axe de réalisation de lui-même, où il se sent grimper petit à petit les échelons, petit à petit. Nous, on veut tous dire « T'es génial !» Non, il n'est pas génial. Il est là pour l'instant et il va monter là. Pour l'instant, il se sent nul, il n'y comprend rien. C'est vrai qu'il n'y comprend rien. Donc, nous, on lui répond « Tu n'as pas encore compris. » Du coup, ça veut dire « Ah, je suis capable de comprendre, un jour. » C'est pas encore. C'est un petit mot magique quand on est paumé, qu'on ne sait plus ce qu'il faut dire. « J'ai pas réussi. » Tu n'as pas encore réussi. Plutôt que « Mais si, tu verras, tu verras, etc. » Tu n'as pas encore réussi. Quelquefois, un petit mot, ça suffit pour remettre les choses dans l'ordre. Et toujours dans ma tête, je cherche. Si je veux donner de la joie à mon enfant, si je veux lui permettre de développer sa joie, plus exactement, je cherche la sensation, la signification, la direction. La sensation, c'est je me sens vivre. Je m'accomplis, j'ai une direction dans ma vie. Une signification, j'ai ma place parmi les autres. Ma vie, alors, elle a du sens et du coup, je peux éprouver l'émotion de joie. L'émotion de joie, je l'éprouve quand je me sens vivre, je m'accomplis. Et donc, pour une vie joyeuse, j'ai besoin de connexion et de liberté. J'ai besoin donc d'attachement et de pouvoir personnel, et tout ça dans un cadre qui me le permet, une planète qui me le permet. Une planète si belle que c'est utile de s'émerveiller, de la regarder. Nous, la beauté, c'est vrai que ça nous émeut, ça nous remplit de joie, la beauté aussi. Nous, les adultes, on a besoin de belles fleurs, de beaux couchers de soleil. Un enfant, il est capable d'être émerveillé par une fourmi. Et nous, parfois, on dit « Oui, viens, on va être en retard ». Mais cette capacité d'émerveillement, c'est important de la nourrir. Walt Whitman disait « Quel est le sens de la vie ? Que la vie existe et l'identité, que tu es ici et que le prodigieux spectacle de la vie continue. » Se mettre dans cette dimension, c'est ouvrir cette capacité d'émerveillement. Sa dernière strophe, c'est rime, c'est « et quelle est ?» et y ajouter sa rime. Quelle rime je peux ajouter ? Ça, c'est pour le développement de soi. Mais l'émerveillement devant la beauté,
la permettre. L'émerveillement devant la beauté, c'est parfois quand un enfant, il est absorbé. Il est absorbé dans son dessin. Et nous, on est là. Tu viens dîner, chérie? Non, j'ai pas fini. Oui, ben tu finiras plus tard. J'ai pas fini. Tu finiras plus tard, c'est l'heure, tu viens dîner. Parfois, on ne se rend pas compte qu'on bloque quelque chose d'essentiel de l'enfant. Et pourtant, Mihaly Csikszentmihalyi nous dit, cette petite fille, elle est en état de flow. Le flow, c'est la joie. C'est l'absorption tellement intense dans une tâche que le monde n'existe plus autour, que on est complètement dedans. C'est ça la joie en fait. Quand ça a du sens tellement qu'on se sent impliqué. Ce n'est pas quand on a confiance en soi, quand on se parle à soi. Non, c'est au contraire quand on est 100% dans quelque chose. 100% dans la musique, 100% dans quelque chose. Ça peut être dans un dessin. Qu'est-ce qui est le plus important? On a besoin parfois de se rappeler que la vie, elle est courte, que la vie, elle peut s'arrêter en un instant. Et peut-être, au jour de notre mort, on se posera la question. Est-ce qu'on se dira, est-ce que j'ai bien tenu les horaires? Est-ce qu'on se dira, est-ce que j'ai bien fait la vaisselle chaque fois? Est-ce que c'était propre? Non, on se dira, est-ce que j'ai aimé? Et la seule chose qu'on pourrait regretter un jour, c'est justement de ne pas avoir respecté un dessein, de ne pas avoir senti notre amour, de ne pas avoir partagé notre amour et d'avoir fait passer des priorités qui n'en sont pas avant. Parce que qu'est-ce que se dit l'enfant? C'est que l'horaire du repas est plus important que ma création. Je suis moins importante que les horaires et les schedules. Le sens de la vie, c'est aussi d'être ensemble. Un jour, en 1665, M. Huygens était dans son lit. Il était malade et donc il y avait 2 horloges face à lui. Et elles se synchronisaient. Alors il faisait écarter les horloges, il les mettait à des moments différents. Elles se synchronisaient plus si elles étaient très écartées. Mais dès qu'elles se rapprochaient, des horloges à balancier, normal quoi. Elles se synchronisaient l'une sur l'autre. Il a appelé ça le couplage, l'accrochage. Tout rythme, on se synchronise automatiquement sur le rythme. Dès qu'il y a 2 rythmes côte à côte, petit à petit, le rythme se synchronise. Nous nous synchronisons tous les uns sur les autres. Et en fait, quand on se synchronise, on éprouve de la joie. Les 100 000 cellules de notre cœur battent à l'unisson. On ne sait pas très bien comment. Heureusement qu'elles le font. C'est vraiment important, nous sommes vibration. Et pour partager ça et sentir que nous sommes en vibration, et pour nous mettre dans cette connexion, je vous propose que nous chantions ensemble l'hymne européen. Alors, plus on chante faux, plus on chante fort. OK? On y va. Comme moi, je chante assez faux, ça va être parfait. Que la joie qui nous appelle nous accueille en sa clarté, que s'éveille sous son aile l'allégresse et la beauté. Plus de haine sur la terre que renaisse le bonheur. Tous les hommes sont des frères quand la joie unit les cœurs. On va passer directement à plus
Un éléphant, ça trompe, un éléphant, ça trompe énormément. La peinture à l'huile, c'est bien difficile, mais c'est bien plus beau que la peinture à l'eau. Ainsi font les petites marionnettes, ainsi font les petites marionnettes. Petit tour, il y a un problème là. Allez, debout parce que les mains aux côtés, sautez, marionnette. Les mains aux côtés, sautez, marionnette. Marionnette, recommencez. Voilà. La joie et l'amour, ça donne la gratitude. Et donc, avant de se rasseoir, on va exprimer notre gratitude à notre voisin de gauche en lui disant merci d'avoir été mon voisin de gauche pendant cette conférence. Ensuite à mon voisin de droite, merci d'avoir été mon voisin de droite. Et puis à la personne de derrière et la personne de devant. Et maintenant, on reste encore debout. Oui, vous êtes si fatigués que ça. On reste encore debout, on se prend les mains parce que connexion, hein. Voilà. Alors pour se prendre les mains, on met la main gauche la paume vers le ciel et la main droite, la paume vers le sol. OK? Une fois qu'on a ça, on clip. Voilà, et maintenant, hop, vous lâchez les mains. Enfin, vous lâchez, non, vous gardez la main, mais vous tenez. Voilà. Et on est tous connectés. Et pendant qu'on se sent en connexion, eh bien, je vous présente les personnes qui travaillent avec moi, que j'ai formées, que vous allez pouvoir retrouver ensuite tout à l'heure. Laurence et Valérie. Et normalement, ah voilà. et Catherine. Et puis peut-être vous ne connaissez pas encore Laurence que vous avez au bureau lorsque vous téléphonez au bureau. Et peut-être c'est elle qui va aussi compulser vos questions lorsque vous enverrez vos questions sur, pour le 4 février, le Facebook Live. Donc elles sont là pour vous expliquer toutes les... Et puis évidemment Caroline. Vous venez nous retrouver, et Caroline et moi, au Grand Rex, le 12 mai, envoyez tous vos amis, tout ça. Il y a quand même 2600 places à remplir. Et puis, bien sûr, il y a les stages, les grammaires des émotions, le parcours, la formation de coaching parental. Il y a Sarah qui est quelque part dans la pièce et qui peut aussi vous renseigner. Maintenant, voilà, on sent qu'on est les uns avec les autres, on est en connexion. Maintenant, chacun respire et se sent qui je suis. Chacun pense à ses valeurs profondes, à ses valeurs essentielles, et je sens qui je suis, quelle est ma part parmi tous ces gens. Voilà, je sens que je suis en connexion et en même temps je suis moi, et je peux rouvrir les yeux et je respire et je lève les bras au ciel. Ah, et là je peux lâcher et au revoir. Au revoir, et nous allons nous séparer maintenant. Et en même temps, eh bien, on ne se sépare pas vraiment, puisque finalement, si on regarde notre autre main, je regarde ma main, je vois que... Oh, je vois une main, mais si je vais plus loin, je vois toutes sortes de cellules. Si je vais plus loin, je vois des molécules, je vois des atomes. Mais les atomes, ils bougent, et il y a beaucoup plus de vide que... Mais finalement, on n'est que du vide, là, tous. On croit qu'il y a d'autres humains, mais non, c'est du vide, des atomes, et on est tous informés par le même champ scalaire. Et donc, du coup, on se dit, mais tiens, finalement, je suis dans la salle, et si je venais sur la scène, pourquoi est-ce qu'il y a cette séparation entre la scène et la salle? Et donc, pour ceux qui ont envie, venez faire l'expérience d'oser être du côté de la scène, parce que c'est là qu'est la joie. Merci beaucoup. Merci. Et bien sûr, je me mettrai à la table là pour dédicacer les livres. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Merci. Et voilà. Et donc, ça fait quoi depuis ce côté-là? Il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde, hein? Ben ouais. Alors, on s'approche pour les regarder mieux, parce que si on se met trop... voilà, on a... Et donc, plus on est devant et on les regarde, si on est actif, on a moins peur. Plus on a l'impression que les autres nous regardent, on a peur. Hein, mais si on regarde les autres, on a moins peur. La joie, elle est là. Action. Je me développe, je grandis. Et donc voilà, au revoir. On peut leur faire des signaux, leur dire au revoir. Enfin, pas vous en allez pas, venez.